Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. En Belgique, le nombre d'étudiants aidés par un CPS a presque triplé en 15 ans. Il est passé de près de 9 000 en janvier 2007 à 25 500 en décembre 2021. Une explosion des aides qui illustre la précarité dans laquelle vivent de nombreux étudiants. Et pourtant, ces chiffres sont encore loin de la réalité. Nombre d'entre eux ignorent qu'ils ont droit à des aides sociales ou renoncent à les demander parce qu'ils jugent les procédures trop compliquées. C'est ce qu'on appelle le non-recours aux droits. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Connaître ses droits, c'est le premier pas pour les faire valoir. La Street Law Clinic en droit social de l'ULB vient donc de publier un guide de l'aide sociale pour les étudiantes et étudiants. Un document qui répond à des questions très pratiques et concrètes, mais qui prouve aussi les disparités de décision entre les CPS et la pression que les CPS mettent parfois sur les étudiants dans le choix de telle ou telle option. Alors à l'aube de la rentrée universitaire, on va en discuter avec nos trois invités. Alors déjà bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors tout d'abord en studio, nous avons Sophie Gérard. Vous êtes chercheuse au Centre de droit public et social à l'ULB et coordinatrice de la Street Law Clinic en droit social, donc qui vient d'éditer ce guide. Alors peut-être juste un petit mot d'introduction. Une Street Law Clinic, c'est quoi ? Alors, c'est une clinique qui fait de la street law et donc l'idée c'est de former les étudiants en droit de manière vraiment concrète sur le terrain en faisant de la street law, donc en amenant le droit dans la rue, en faisant connaître le droit à des publics précarisés. Donc qu'ils puissent justement mobiliser leurs droits par la suite. Et pousser aussi les étudiants à pratiquer finalement le droit dès leurs études. Ouais. Alors nous accueillons aussi en studio donc Ninon Henry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante, vous faites donc un master de spécialisation en droit social à l'ULB. Et vous avez participé donc à l'expérience de la Street Law Clinic et à la rédaction de ce guide. Et enfin, par téléphone, nous accueillons Luc Van der Mael. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président de la Fédération des CPS de Wallonie. Alors, Sophie Gérard, j'ai déjà envie de me tourner vers vous pour un petit peu contextualiser les choses. Quand on parle de précarité étudiante, alors certains parlent même des précarités étudiantes au pluriel. De quoi on parle exactement ? Qu'est-ce que ça regroupe comme profil d'étudiants ? Mais il n'y a en fait pas une seule définition de la précarité, c'est pour ça que certains en parlent au pluriel, parce que ça peut couvrir vraiment beaucoup de réalités. C'est le fait qu'un étudiant ou une étudiante va se trouver dans une situation financièrement très compliquée, liée notamment au coût de ses études, et donc il y a pour conséquence que l'étudiant ou le jeune ne va pas réussir à subvenir à tous ses besoins, va avoir du mal à se nourrir, de se loger, d'acheter ses fournitures scolaires, de se soigner, parce que ça va aussi créer un stress et beaucoup de difficultés aussi psychologiques. Donc le fait de se trouver dans une situation financière vraiment compliquée va aussi avoir des conséquences sur ses études, parce qu'on voit, il y a une étude de l'Observatoire de la vie étudiante à l'ULB qui a montré que des étudiants qui sont en situation précaire, financière compliquée en tout cas, vont avoir beaucoup plus de mal à réussir leurs études. Et donc finalement, on voit que ça a beaucoup de conséquences dans la vie de l'étudiant et ça risque de se répercuter plus loin dans sa vie. Alors on voit, je disais les chiffres en introduction, le nombre d'étudiants qui sont aidés par les CPS, ça a vraiment augmenté. Ouais. Alors j'ai donné quelques chiffres en introduction. Au niveau de la fédération des CPS de Wallonie, on voit que les chiffres sont assez impressionnants aussi, puisque le nombre de revenus d'intégration pour les moins de 25 ans, il a augmenté de 72% entre 2010 et 2022. Et quand on parle des étudiants, vraiment, donc là, ça a augmenté les pistes étudiants, donc c'est vraiment augmenté de 95%. Oui, c'est énorme. Comment on explique ça ? Mais il y a énormément de facteurs possibles. Déjà, il y a plus d'étudiants, ça c'est certain. Donc déjà, il faut prendre ça en compte dans les chiffres. De manière générale, il y a plus d'étudiants dans le supérieur. Mais on a aussi une augmentation des coûts partout, dans toute la vie. Je pense que ça, on le remarque tous, que ce soit les coûts de la nourriture, de l'énergie, du logement, les frais scolaires aussi augmentent. Oui, on va se dire en plus que ça va être pire dans les prochaines semaines, parce que là, c'est des chiffres de l'année passée, donc et là, on sait que ça ne fait qu'augmenter. Clairement. On voit aussi que la durée des études est allongée, donc les étudiants vont se retrouver pendant plus longtemps à avoir besoin d'aide, ou en tout cas ne pas avoir de revenus d'un travail. Et puis aussi, vous donniez les chiffres tout à l'heure, de 25 000, on est même à 27 000 en tout cas aujourd'hui étudiants aidés par le CPS, mais certains chiffres qui essayent d'évaluer la précarité étudiante, c'est toujours très compliqué, mais on a des chiffres qui vont entre 75 et 80 000 étudiants qui sont en situation précaire. Donc
ils n'ont peut-être pas tous droit au CPS, mais en tout cas, on voit qu'il y a un très grand nombre d'étudiants qui ne bénéficient pas d'aide, alors qu'en fait, ils en auraient droit. Et dans les sciences sociales, ce phénomène est appelé le non-recours au droit. Donc, c'est le fait d'avoir en fait droit à un droit, mais de ne pas en bénéficier en pratique. Alors, je vais me tourner, on va revenir sur le non-recours au droit, mais j'ai envie de me tourner vers vous, Luc van der Mijl. Est-ce que vous pourriez un peu nous synthétiser les aides finalement auxquelles les étudiants ont droit auprès des CPS? Qu'est-ce que les CPS peuvent, en quoi les CPS peuvent aider les étudiants? Oui, il y a deux grandes catégories. Il y a d'abord le revenu d'intégration et puis il y a les aides complémentaires. Le revenu d'intégration est un droit, mais le CPS vérifie si les conditions sont remplies par une enquête sociale. Il y a la condition de résidence et là précisons que si l'étudiant est en cote, c'est là où il habitait avant. Dire aussi que c'est un droit subsidiaire et donc le CPS va vérifier si l'étudiant n'a pas de revenus ou n'est pas en mesure de s'en procurer. Et là vient l'épineuse question des débiteurs alimentaires sur laquelle on pourra revenir. Va aussi vérifier si les cohabitants ou isolés, les taux varient, 758 ou 1137 selon la catégorie. C'est une autre source de contentieux et on va voir est-ce qu'il partage les coûts de son cote, etc. La quatrième disposition, c'est la dérogation de disposition au travail. Et là, on entre dans ce qu'on appelle le PIS étudiant, considérant, c'est important, que ce PIS va... Alors le PIS, je me permets juste de vous couper parce que le PIS, donc c'est le projet individualisé d'intégration sociale. C'est une forme de contrat que l'étudiant signe avec le CPS. Voilà, et donc il y a une dérogation de la disposition au travail, considérant que les études permettent d'augmenter les chances d'accès à l'emploi. Et là, les obligations de l'étudiant, ce sera évidemment fréquenter les cours, et s'il rate son année, l'aide sera remise en question. Il s'agit donc bien aussi d'études qui augmentent les chances d'accès à l'emploi. On va également inciter l'étudiant à travailler pendant ses vacances. Et il y a une immunisation de 280 € par mois, sachant qu'auparavant, il y avait une discrimination entre boursiers et non-boursiers. C'est terminé depuis le 1er janvier. Et donc, pour synthétiser, la société demande à ses étudiants précaires d'être plus forts que les autres. Dire aussi que depuis 2002, il y a un renforcement du caractère conditionnel de l'aide. Et si on veut un peu philosopher, on dirait que le droit est subordonné à un comportement, que la solidarité est articulée sur la responsabilité individuelle, voire même peut-être la méritocratie. Et donc là où le droit est un élément objectif, apprécier un comportement sera toujours subjectif, et c'est ça une des sources des différences d'un CPS à l'autre. Concernant à présent, et j'en termine, les aides complémentaires, elles seront accordées en fonction de l'état de besoin. Cet état de besoin sera laissé à l'appréciation du Conseil de l'action sociale et donc, de nouveau, pourront être différentes d'un CPS à l'autre. De quelles aides s'agit-il? Les alimentaires, la caution, le premier loyer, des frais d'énergie, de plus en plus, les frais scolaires. Et là aussi, en marge, il y a parfois des conflits avec des services sociaux des écoles pour voir quelle aide est subsidiaire par rapport à l'autre. Voilà. Alors, j'ai envie de revenir sur plusieurs choses que vous avez dites et de faire réagir du coup Ninon Henry, parce que vous, donc Ninon, vous avez accompagné là pendant un an au sein de la Street Law Clinic des étudiants précarisés qui étaient dans leur démarche avec le CPS. Alors là, par exemple, Monsieur van der Mijl nous dit les CPS, ils vont encourager les étudiants à faire des études qui augmentent l'accès à l'emploi, c'est-à-dire que les étudiants dits précarisés ont finalement moins de choix que les autres et ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Tout à fait. En tout cas, c'est un constat qu'on a pu faire. C'est que si vous êtes un étudiant qui est dans des conditions financières correctes, c'est-à-dire que vous avez les moyens de financer vos études et de financer vos besoins à côté des études, vous avez le choix dans vos études, un choix qui est total jusqu'au moment où vous ne serez éventuellement plus finançable. Alors que quand vous êtes un étudiant dans une situation de précarité, ce choix, il est réduit en fait à ce qui est accepté finalement par les CPS. Moi, j'ai notamment vu durant les permanences des étudiants qui voulaient choisir certaines options qui étaient refusées par le CPS. J'ai un exemple, j'ai accompagné un étudiant devant un CPS pour un recours parce que le CPS avait refusé de lui financer, de l'aider à financer son master en criminologie.
estimant que ce master n'amenait pas à des débouchés suffisants et que ça n'augmentait pas ses chances d'insertion professionnelle, et estimant que le bachelier en droit qu'il avait déjà lui permettait d'avoir accès à un travail et que donc il devait se limiter à ça. Donc on brise un peu des rêves, des carrières éventuelles, on brise des personnes dans leur élan en tout cas. Tout à fait, et parfois de manière assez subjective, parce que comment estimer les chances d'insertion professionnelle dans le cas de cet étudiant, le CPAS avait regardé sur Internet les offres d'emploi pour les criminologues et avait aussi avancé comme argument qu'eux-mêmes avaient employé des personnes qui avaient un master en criminologie, mais pas sur leur master en criminologie, mais sur leur bachelier en droit. Okay. Mais est-ce que ça veut dire aussi que ces étudiants, du coup, ils sont peut-être dans un stress plus important que les autres, une espèce de stress permanent en se disant déjà si je rate, je risque de perdre mon aide, et puis même si je réussis, est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire, parce qu'il y aura toujours cette condition, le CPS doit pouvoir me financer. Tout à fait, c'est un stress, c'est une angoisse. Qui plus est, c'est parfois des étudiants qui ont des bagages qui sont assez compliqués, des conflits parfois avec les parents qui les mettent aussi dans cette situation de précarité. Et puis c'est un peu comme s'ils devaient veiller en permanence à leur propre situation financière de manière très attentive. J'ai un autre exemple de permanence, c'est un étudiant qui touche le revenu d'intégration du CPAS. Et sa maman est au chômage et l'aide sociale lui redemande le revenu de sa maman parce qu'il aurait changé. Elle lui demande par mail. Et elle lui envoie 2 mails en 6 jours en lui demandant ses revenus et il ne voit pas ses mails, il n'y répond pas et le revenu d'intégration lui est retiré. Donc c'est un peu une angoisse de fond qui est assez présente. Puis c'est aussi, les étudiants ils sont en lien avec des assistantes sociales qui je pense font tout ce qu'elles peuvent, mais c'est un lien qui est parfois compliqué aussi. Donc voilà. Mais alors, du coup, je me retourne juste vers vous, Luc Van der Male. Comment on peut lutter, vous, en tant que fédération des CPS de Wallonie, vous admettez vous-même qu'effectivement, il y a des disparités entre CPS, que du coup, tous ne sont pas logés à la même enseigne et que donc, certains étudiants qui demanderaient, par exemple, pour faire un master de spécialisation en criminaux, on va lui dire oui d'un côté et peut-être que le CPS de la commune d'à côté, on va lui dire non. Est-ce que vous pouvez harmoniser ça? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour ça? Écoutez, la fédération de CPS défend ses membres, donc je ne vais pas casser du sucre sur les CPS, mais avance aussi des propositions pour améliorer le sort des usagers, vu que notre mission, c'est quand même de permettre à chacun de vivre conformément à la dignité humaine. Alors, sur l'exemple précis, bachelier droit, master criminologie, ça ne m'étonne pas tellement. J'ai dit tout à l'heure que le PIS étudiant était une dérogation à la disposition au travail dans le but d'améliorer les chances d'accès à l'emploi. Peut-être que dans les CPS X, on va considérer la demande de l'étudiant par rapport à son master. Dans le CPS Y, cela lui sera refusé probablement pour la raison que je viens d'évoquer. Et comme vous le dites, si je suis un étudiant nanti, je peux choisir, je peux doubler, je peux tripler, etc. Ici, je le répète, peut-être que la société demande à ses étudiants d'être plus forts que les autres. Alors, comment sortir de là? Quand on plaide pour une harmonisation des pratiques, on nous dit que vous allez transformer les conseillers d'action sociale en presse-boutons. On ne sait pas tout enrégimenter. Si j'ai encore quelques instants, nous avons quelques grandes revendications. C'est d'abord d'amener toutes les allocations au seuil de pauvreté. On dirait 1300 € pour un isolé. Individualiser le droit. J'ai parlé de la cohabitation et un meilleur remboursement du risque, mais ça c'est par rapport à la santé financière des CPS, sachant que parfois la pression financière sur les CPS est une cause des restrictions d'aide. Alors, vous dire quand même que nous savons que certains stigmatisent très fort les allocataires sociaux, supposés oisifs plutôt qu'infortunés, et qui pourraient les forcer au travail. Mais je constate que tous les partis ont avancé des propositions sur tantôt l'allocation universelle, tantôt le revenu de base. Et il y a 2 dénominateurs communs en toutes ces propositions. D'abord, c'est l'individualisation du droit. D'autre part, c'est le caractère inconditionnel. Alors, nous, ce que nous pourrions proposer, c'est de dire, plutôt que d'avoir des propositions telles qui visent tout le monde, qu'ils aient ou pas des revenus, ne pourrions-nous pas les appliquer
pour ceux qui en ont le plus besoin. Par exemple, les personnes qui bénéficient du RIT en CPS. Et alors, ce droit serait inconditionnel et individualisé, et on ne parlerait plus de toutes ces démarches, de toutes ces contraintes. Mais imaginez bien que dans le climat politique ambiant où les discours sont très clivants, ce sera difficile à faire passer. Alors, je fais réagir Sophie Gérard à ce que vous dites, parce que donc vous l'avez pointé tout à l'heure, Sophie Gérard, un des gros problèmes par rapport aux aides sociales des étudiants, c'est que c'est le non-recours aux droits. C'est-à-dire que donc les étudiants ne sont pas informés de leurs droits, ne sont pas au courant ou se découragent face aux démarches. Et donc, l'automatisation des droits, ce serait vraiment une solution à encourager, à prôner. Ça pourrait en tout cas être une des solutions, ça c'est sûr, parce que dans les causes du non-recours au droit, il y en a évidemment beaucoup, mais ce qu'on pointe le plus généralement, c'est le fait de ne pas connaître ses droits, de ne pas savoir qu'on y a droit, le fait de ne pas le demander, ou alors de demander un droit et de ne pas l'obtenir. Et donc si en fait on automatise le droit, eh bien on pourrait déjà régler plusieurs problèmes. Je vais juste élaborer un peu plus ces 3 points. Le fait de ne pas connaître le droit, ça peut être parce qu'on ne trouve pas l'information, on ne sait pas où chercher non plus, et donc on ne sait pas qu'on a droit à une aide du CPS, que ce soit le revenu d'intégration ou une autre aide. Ou alors, et ça peut aussi être lié au fait qu'en fait, il y a des aides qui se retrouvent à plein d'endroits qui sont complètement éclatées, et donc c'est pas toujours facile de savoir à quelle porte elle est toquée. Oui, parce que par exemple, il y a les aides du CPS, mais il peut y avoir des aides de l'université, il y a des bourses de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et des aides ponctuelles à différents endroits. Voilà, donc ça ne facilite évidemment pas... Je voulais reprendre une expression du président de la FEB, je pense, qui disait l'étudiant devient le secrétaire des aides, donc il doit vraiment gérer comme un secrétaire toutes ces aides et tous ces dossiers, quoi. Exactement, tout à fait. Et donc ça, c'est une des premières causes du non-recours. La deuxième cause, donc la non-demande, comme je le disais, donc c'est le fait de ne pas introduire une demande parce qu'on n'ose pas la demander, parce que notamment le CPS, quand même bénéficier du CPS, pour le moment encore, malheureusement, c'est très connoté, et donc beaucoup d'étudiants ou de personnes même en général n'osent pas le demander, ou bien ne savent pas comment faire les démarches, ont l'impression que ça va être extrêmement compliqué d'introduire une demande d'aide. Pensent qu'ils n'y ont pas droit alors qu'en fait ils y ont réellement droit, ou alors simplement ne font pas la demande. Donc ça, c'est une deuxième cause. Et la troisième cause du non-recours, c'est le fait de ne pas le recevoir alors qu'on a demandé l'aide, on ne la reçoit pas parce que la demande n'a pas été traitée correctement, il y a eu un dysfonctionnement dans la procédure, parce que l'étudiant n'a pas suivi la procédure. Par exemple, l'exemple que Dinon donnait tout à l'heure, où il n'a pas répondu à ses emails dans les 6 jours, peut-être que l'étudiant doit aussi, 6 jours c'est quand même pas beaucoup, mais il doit aussi quand même suivre sa demande, la procédure, ou simplement parce que l'étudiant il se décourage. Ça, on voit quand même beaucoup en permanence aussi d'étudiants qui sont simplement découragés. Ce sont quand même des jeunes encore, et donc c'est vraiment beaucoup de procédures d'administratif pour eux. Et donc effectivement, l'automatisation pourrait être une des solutions. Et j'approuve tout à fait les propositions qui ont été soulevées tout à l'heure de relever le montant du RI, d'individualiser les aides et de refinancer les CPS aussi. Oui. Alors, du coup, je vais quand même me tourner vers vous, Ninon, parce qu'on disait c'est compliqué pour les étudiants, certains se découragent. Est-ce que c'est compliqué aussi pour ces étudiants de juste pousser la porte de vos permanences à la Street Law Clinic, parce qu'au-delà même de demander l'aide au CPS, c'est encore un pas peut-être supplémentaire qui est encore tabou, mais juste pousser la porte de vos permanences, vous sentez que ça ne se fait pas naturellement pour beaucoup d'entre eux? C'est sûr que pour moi, ça se fait pas naturellement. D'ailleurs, on doit faire quand même beaucoup de publicité au sein de l'université pour que les étudiants viennent. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent et qui finalement ne viennent pas. Je pense que c'est des démarches qui sont assez lourdes. Déjà, rien que la démarche de reconnaître notre situation de précarité et après d'aller demander de l'aide à quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui est assez lourd, qui peut sembler un peu humiliant aussi. Et puis, au-delà de ça, même quand ils sont devant nous, il y a un peu... Moi, j'ai ressenti ça comme si ils s'excusaient d'être là, comme si... ils n'étaient pas légitimes. Et donc là, je pense que c'est ça aussi le rôle de la clinique, c'est de pouvoir leur donner un sentiment de légitimité et leur faire prendre confiance en leur propre démarche et leur légitimité à être là, à être à l'université, à vouloir étudier, à vouloir le faire dans des bonnes conditions. Et aussi, j'ai l'impression que le fait que c'est entre étudiants, ça facilite quand même un peu les choses. Ça enlève déjà une barrière supplémentaire parce que les permanences sont vraiment les étudiants qui sont présents et donc ils sont là pour répondre aux questions des étudiants. Et ça peut aider à pousser la porte.
Et alors, donc l'idée ici, ce n'est évidemment pas de dire que les CPS font mal leur travail, parce qu'évidemment, ils accompagnent beaucoup d'étudiants et il y a beaucoup d'aides qui sont apportées. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est pointé dans ce guide, c'est que parfois, certains CPS font des démarches qui sont illégales, en tout cas, il y a des papiers qu'on va demander aux étudiants et en fait, on n'a pas le droit de leur demander. Donc, c'est important aussi que les étudiants soient au courant de ça et soient au courant de leurs droits face à ces pratiques, Sophie Gérard. Oui, tout à fait. Mais donc, effectivement, il y a des pratiques, on parle de pratiques divergentes, donc c'est parce que certains CPS ont des pratiques différentes les uns des autres parce qu'ils ont une grande marge de manœuvre, et ça c'est tout à fait légal et normal. On peut en discuter en tout cas, mais il y a aussi certaines pratiques qui sont illégales, et vraiment, je ne jette pas trop la pierre au CPS parce que les règles sont compliquées, elles évoluent, en tout cas, elles sont éclairées par la jurisprudence, et donc c'est important de connaître également les enseignements de la jurisprudence, donc les décisions des juges et des cours et des tribunaux, qui ne sont pas toujours facilement accessibles. Et les CPS sont vraiment sous pression, parce qu'on parlait de l'augmentation de la précarité, mais vraiment il y a un énorme travail qui est fait de leur part. Mais effectivement, en pratique, on voit qu'il y a des pratiques illégales, et c'est pour ça qu'on a rédigé un guide. C'est à la fois à destination des étudiants, mais aussi à destination des assistants sociaux des CPS, pour faire connaître les règles. Mais par exemple, on parle de pratiques illégales, de quoi il s'agit? Est-ce que vous avez un ou deux exemples concrets? Ninon, tu peux donner un exemple? Oui, par exemple, ça peut être le fait que quand l'étudiant vient demander une aide à un CPS, le CPS renvoie directement l'étudiant vers ses débiteurs alimentaires, donc vers ses parents, avant même de faire d'enquête sociale, pour voir quelles sont leurs conditions, leur situation financière. Ou ça peut être le fait d'attribuer systématiquement aux étudiants un taux cohabitant parce qu'ils habitent avec quelqu'un sous le même toit, alors qu'en fait, ils doivent aussi faire une enquête sociale pour voir si les questions ménagères, par exemple, sont réglées en commun. Ouais. Donc c'est toute la question de la cohabitation. Et donc, est-ce que l'étudiant qui est en cote est en cohabitation ou est isolé? J'imagine que ça, Luc van der Male, c'est un des points qui est évidemment même compliqué pour les CPS. Et je ne dis pas qu'ils jouent là-dessus, mais c'est vrai que la question de la cohabitation légale, d'ailleurs que ce soit pour les étudiants ou les non-étudiants, c'est le même problème. Je comprends bien que ça puisse être apprécié de façon de nouveau subjective d'un assistant social à l'autre. Je vous dis clairement que nous souhaitions que ça n'existe plus. Oui, ça faciliterait finalement le travail des CPS. Ça empêche les solidarités, et par ailleurs, c'est très chronophage pour les travailleurs sociaux et ça les place dans une position de contrôleur, alors qu'à notre estime, ils devraient consacrer leur énergie à un accompagnement social de qualité. La question des débiteurs alimentaires est tout aussi problématique. Je vous assure que ça crée des conflits dans les familles. Et nous devons faire attention à ça aussi. Il y a des familles où on dit clairement, écoutez, non, il peut revenir à la maison, il n'a pas besoin de prendre de cote. Et l'étudiant dit, mais non, moi je préférerais prendre un code parce que c'est plus proche de mon établissement, etc. Donc on est dans des choses qui sont très problématiques sur le plan de la dignité humaine. Vous dire quand même que ce guide a le mérite d'exister, je l'ai feuilleté, et à la Fédération des CPS, nous sommes en train de mener une réflexion avec la COVEDAS, qui est la Commission étudiante démocratisation affaires sociales. Nous avons des échanges avec des établissements scolaires, comment fournir les bonnes infos, aider dans les démarches, et nous avons 2 tables rondes à Liège le 14 octobre et à Gembloux le 17 octobre. Donc nous sommes vraiment très préoccupés par cette question, comme par la précarité en général, évidemment. Mais donc, effectivement, c'est l'occasion de parler de ce guide, Sophie Gérard. C'est vrai que donc, ce guide qui a été coordonné par la Street Law Clinic en droit social de l'ULB et qui a été alimenté par les réflexions des étudiants qui sont en dernière année de droit et qui participent activement aux permanences et qui ont rédigé avec vous donc, ce guide. Donc, son objectif, c'est vraiment d'informer au maximum les étudiants sur leurs droits, de leur donner vraiment des réponses à des questions très pratiques. Et sur la question, par exemple, on parlait tout à l'heure de la vie privée, des relations avec les parents. J'ai vu qu'il y avait vraiment des paragraphes là-dessus sur jusqu'où le CPS peut-il aller dans l'accès à votre vie privée, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, à la clinique, on a 2 types d'actions. On tient des permanences
agences d'aide sociale, et ça permet d'informer les étudiants et de les accompagner dans leur démarche, donc de lutter contre le non-recours à un niveau individuel. Mais on se rend compte que c'est pas non plus suffisant pour toucher un public plus large. On a aussi, donc c'est les étudiants vraiment qui ont rédigé le guide, et nous on les a encadrés, mais c'est vraiment eux qui ont rédigé sur la base des permanences, donc des questions concrètes qui leur étaient posées. Ils ont rédigé un guide, c'est formulé sous la forme de fiches thématiques avec des questions et des réponses, vraiment tourner vers la pratique pour informer plus largement à la fois les étudiants et les assistants sociaux pour vraiment faire connaître les droits. Notamment, par exemple, vous parliez de la vie privée, mais oui, là, par exemple, il y a une question, je pense, sur les extraits de compte. Est-ce que le CPAS peut me demander mes extraits de compte ? Oui, non, dans quel cas ? Et on précise vraiment parce qu'on se rend compte que ça, c'est une pratique assez récurrente de l'assistance sociale qui va régulièrement demander, enfin certains en tout cas, vont régulièrement demander des extraits de compte. Parfois, c'est OK, parfois non. Et donc là, dans le guide, on a la réponse de savoir est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est pas légal. Alors évidemment c'est un guide qui du coup va être distribué ici à la rentrée. Les étudiants vont en être informés, j'imagine, au niveau de l'ULB. Alors donc on a organisé un colloque en juin où là on l'a distribué en format papier, et maintenant on va diffuser vraiment la version PDF sur notre site internet, et effectivement on va essayer de le faire diffuser le plus largement possible à la rentrée au maximum d'étudiants. Et c'est ouvert, nos permanences et le guide sont destinés aux étudiants de l'ULB, mais évidemment à tous les étudiants et étudiantes qui sont intéressés en Belgique et qui souhaitent venir nous consulter. Oui, c'est vrai que les questions s'adressent que ce soit aux CPS bruxellois, aux étudiants bruxellois, aux étudiants wallons. Alors évidemment, c'est des questions très intéressantes, mais on se dit, est-ce que les étudiants ne devraient pas en être informés plus tôt parce que c'est dès la rentrée universitaire, par exemple, dès la rentrée dans le supérieur que ces questions se posent. Et donc, est-ce que cette information ne devrait pas arriver aux étudiants plus jeunes qui sont dans le secondaire ? Tout à fait. Et donc la clinique, elle existe depuis 3 ans. Donc là, on vient seulement un peu de se lancer. Et là, on voulait aboutir à ce gros projet d'obtenir le guide. Mais l'année prochaine, on aimerait bien, on verra un peu les volontés des étudiants de l'année prochaine, mais ce qu'on aimerait bien pour le moment, c'est se tourner justement vers les étudiants en fin de secondaire, pardon. Parce primaire, c'est peut-être un peu tôt quand même. Mais en fin de secondaire, parce qu'on se rend compte que déjà, au niveau du passage du secondaire au supérieur, il peut y avoir un problème. Certains étudiants qui vont renoncer au supérieur en se disant qu'ils n'y ont pas droit, ou certains qui vont se lancer dans le supérieur sans être correctement armés, et donc vont très vite tomber dans la précarité, alors que s'ils sont aidés vraiment au tout début, ça peut déjà sauver quelques petits... ce qui peut... enfin, certaines situations, en tout cas. Oui, et en plus, je voyais un chiffre d'une étude qui montrait qu'en tout cas, les étudiants qui travaillaient pendant leurs études et qui travaillaient pour financer notamment leurs études avaient plus de risques de rater leurs études que les autres. Donc, ça veut dire que dès le départ, c'est intéressant d'avoir ces outils en main. Ninon, je me retourne encore vers vous. On l'a dit, donc vous êtes diplômé aujourd'hui en droit, mais vous faites un master de spécialisation en droit social. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, même personnellement, de participer à ce genre d'expérience où on est en contact avec les étudiants, où on pratique déjà une forme de droit? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Moi, c'était ma première expérience sur le terrain, on va dire, et je pense que c'est très important et en tout cas très précieux de vivre ce genre de choses pendant des études en droit. On est souvent très éloigné en fait du terrain, des sujets de droit, de la population, et ça m'a permis aussi de me rendre compte de parfois l'écart du droit avec le réel et de l'inaccessibilité du droit. On utilise un langage qui est très complexe. Parfois, on se demande même si c'est pas fait exprès. Et donc, nous, on a été formés sur le langage juridique clair. Donc, comment pouvoir amener une information qui est claire et qui est accessible aux personnes à qui on s'adresse. Et ça, c'est quelque chose de très formateur que je pense tous les juristes devraient d'ailleurs avoir. Voilà. Et après, c'est une expérience aussi... simplement très enrichissante parce que ça aborde des questions de justice sociale et que pour moi c'est aussi un élément qui est très important dans une formation juridique. D'accord. Donc, en tout cas, les permanences vont reprendre. Il y a ce guide qui existe et j'encourage tous ceux qui se disent, qui sont intéressés, qui envisagent d'entreprendre des études dans le supérieur, de se tourner vraiment vers ces fiches très pratiques, des questions très pratiques sur l'aide que les CPS peuvent apporter. Et puis alors, si vous voulez creuser cette thématique de la précarité étudiante, je vous encourage aussi à lire le dossier de décembre 2021 de la revue BIS Bruxelles Information Sociale,
Donc elle s'est intéressée donc à cette thématique des précarités étudiantes avec plusieurs témoignages qui sont vraiment très illustratifs et très intéressants et qui illustrent beaucoup de choses vraiment de ce qui se retrouve dans cette brochure. Je vous remercie vraiment tous les trois. Donc Luc van der Meyl par téléphone, je rappelle que vous êtes président de la Fédération des CPS de Wallonie et donc Ninon Henry et Sophie Gérard donc pour la Street Law Clinic en droit social de l'ULB. Merci à tous d'avoir répondu à nos questions, d'avoir éclairé les auditeurs sur l'accès au droit pour les étudiants et une bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.